On est en direct avec Pierre-Antoine Donnet. Bonjour à vous, vous êtes journaliste à Asialist, auteur de Chine, l'Empire des illusions aux éditions Saint-Simon. Merci d'être avec nous ce matin. La Chine, justement, elle pourrait mal prendre tout cela et appliquer ensuite des mesures, j'allais dire, de rétorsion économique. C'est possible, ça ? Non, écoutez, tout d'abord, il faut comprendre que pour la Chine, l'Union européenne représente un marché énorme. C'est 400 millions de personnes et 400 millions de consommateurs, en quelque sorte. Et ça représente pour la Chine le premier réservoir pour ses exportations. Alors, des mesures de rétorsion, je ne pense pas qu'on en arrive là, parce que là, ce serait un enchaînement qui, pour l'Union européenne, mais surtout la Chine, serait extrêmement négatif. Alors, il y a aussi le déficit commercial entre la Chine et l'Europe. Bruno Le Maire l'a rappelé, plus ça va, moins ça va. Oui. Moi, je ne constate qu'une seule chose, c'est que le déficit commercial entre la Chine et l'Europe a été multiplié par 3 en 10 ans, en passant de 100 milliards d'euros à 300 milliards d'euros. Et donc, il faut, à mon sens, nous poser la question de savoir s'il ne faut pas réserver les marchés publics à des produits made in Europe. Pierre-Antoine Donnet, est-ce qu'il faut considérer que c'est quelque part une espèce de, j'allais dire, de concurrence déloyale ? Écoutez, je crois que c'est l'évidence aujourd'hui parce que il est établi, mais de façon absolument irréfutable, que le gouvernement chinois subventionne ces entreprises et qui, de ce fait, vendent partout dans le monde des produits qui inondent le marché à des prix cassés, comme l'a dit Bruno Le Maire. Et je voudrais dire que le déficit commercial entre l'Union européenne et la Chine aujourd'hui est proche de 400 milliards de dollars fin 2023, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme s'accélère à une vitesse hallucinante. Ce qui fait quand même dire à Bruno Le Maire ses propos, le temps de la mondialisation heureuse est fini, il faut désormais montrer les dents. Il est plutôt offensif, Soisy le ministre. Oui, c'est la grande théorie de Bruno Le Maire qui présente dans son livre La Voix française, dont on a un peu parlé, parce que pour d'autres raisons d'ailleurs. Quand il y a un ministre qui sort un livre, surtout dans ces périodes-là, on en parle beaucoup. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le modèle social français n'est pas tenable. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Le modèle social français n'est pas tenable. Pourquoi ? Parce que la concurrence justement de la Chine, parce que la nouvelle donne géopolitique. Donc lui, son idée, c'est que la donne a tellement changé d'un point de vue international qu'il faut aussi changer en France. Et il dit on ne peut plus avoir notre modèle social français, il faut un État protecteur, simplement protecteur. Donc il faut savoir aussi ce que ça induit, ce discours de Bruno Le Maire. Alors protecteur justement, préférence européenne, on revient un peu à l'idée de souveraineté européenne d'Emmanuel Macron, mais lui pense qu'il faut aussi des changements très importants en France. Donc il y a toute une chaîne logique dans ce qu'il dit. Donc son message, il est à visée internationale, mais aussi à visée nationale. On sait qu'il essaie de se placer sur le marché du présidentiable pour 2027. C'est donc ça qu'il a derrière la tête. François. Quand Bruno Le Maire parle de préférence européenne, c'est bien, mais en même temps, il faudrait que les Européens soient unis. Ils ne le sont pas. La Chine passe son temps depuis 20 ans, et notamment depuis l'arrivée de Xi Jinping, à diviser les Européens sur les questions économiques et commerciales. L'Italie, qui était présente à cette réunion hier, a pendant très longtemps été courtisée par la Chine pour pouvoir avoir un statut à part. Elle a fait partie, par exemple, de l'organisation des routes de la soie. Elle ne l'est plus maintenant. L'Allemagne à un moment pensé que c'était utile de se présenter face à la Chine avec le couple franco-allemand. Ça n'est plus le cas. Olaf Scholz part à Pékin aujourd'hui, il est seul. Emmanuel Macron va recevoir Xi Jinping cet été. Il sera probablement seul, à moins qu'il renoue avec cette forme de tradition, même si ça a été fait à quelques fois seulement, de faire venir à Paris, lorsqu'on rencontre Xi Jinping, soit la présidente de la Commission européenne, ou le président du Conseil européen, et le partenaire allemand. Parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on est unis et fort. Tant que ça n'est pas le cas, les Chinois pourront effectivement jouer sur nos propres divisions. Et puis le problème, c'est que aussi, on est finalement dépendant énormément de tous les produits chinois. Donc on a parlé de l'acier, mais il y a également maintenant
maintenant les panneaux solaires, où les Chinois sont extrêmement bons, et on voit que toutes les entreprises européennes, elles ont fermé, elles sont en train de fermer là-dessus. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les voitures électriques, les batteries, le lithium. Ce sont eux qui produisent là-bas les terres rares, qui ont les terres rares qui permettent de produire tout ça. Et donc ce sont eux, encore une fois, donc, qui entraînent cette dépendance qu'a l'Europe vis-à-vis d'eux-mêmes. Justement, Pierre-Antoine Denet, comme le disait justement Isabelle à l'instant, regardez quelques chiffres. L'acier, 54% de l'acier mondial provient de Chine. Pour les automobiles, c'est 5 millions d'automobiles, 99% des batteries, 12% du marché pharmaceutique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui effectivement se passer de la Chine? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut réduire la voilure déjà? C'est peut-être totalement impensable. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais reparler de la situation intérieure en Chine, parce qu'elle est à l'origine de cette envolée extraordinaire des exportations. Il faut savoir que la croissance du PIB chinois a brutalement reculé depuis maintenant 3 ans, et cela a entraîné aussi une chute de la consommation intérieure. Donc, cette consommation intérieure est en panne. Donc, pour relancer la machine économique chinoise, la seule possibilité, c'est d'exporter davantage. Alors, maintenant, d'ailleurs, François l'a expliqué tout à l'heure très bien. Alors maintenant, pour répondre à votre question, je pense qu'en effet, s'affranchir de cette dépendance à l'égard de la Chine devient une priorité pour l'Union européenne, en particulier pour la France. Et je vois, moi, 2 secteurs qui sont prioritaires. La voiture électrique, parce que là, on voit que le marché européen va être inondé par des voitures électriques chinoises, qui d'ailleurs, subventionnées, sont elles aussi vendues à un prix cassé, mais aussi et surtout les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est en fait le nerf de la guerre de cette révolution industrielle qui va continuer des décennies. Et là, je vois que les États-Unis ont pris beaucoup d'avance, parce que TSMC, donc le producteur de puces de semi-conducteurs taïwanais, vient d'annoncer l'ouverture prochaine d'une 3e chaîne de production de semi-conducteurs en Arizona, aux États-Unis. Et ceci d'ailleurs est subventionné par les États-Unis à hauteur de 6 milliards de dollars. Le Japon est présent aussi, parce que TSMC est en train aussi de construire une usine de semi-conducteurs au Japon, ce qui est inédit. Et alors, j'en viens maintenant à l'Union européenne. Dresde, donc cette ville allemande dans l'ex-RDA, aussi va accueillir bientôt une usine de production de semi-conducteurs. Où est la France aujourd'hui? Je crois que c'est même une certitude, que TSMC et le gouvernement taïwanais derrière ont fait une proposition à la France. Alors où on en est, je ne sais pas. Justement, vous parliez de l'automobile à l'instant. Il y en a un à qui ça fait vraisemblablement très peur, c'est Donald Trump. Oui. Laissez-moi dire quelque chose à la Chine. Président Xi, si vous m'écoutez, vous et moi sommes amis. Mais il comprend ma façon de fonctionner. Ces grosses usines monstrueuses de fabrication de voitures que vous fabriquez au Mexique en ce moment, vous pensez que ça va marcher? Que vous allez embaucher des Américains et que vous allez nous vendre vos voitures? Non. Nous allons mettre une taxe de 100% sur chacune des voitures qui traversera la frontière. Et vous ne pourrez pas les vendre si je suis élu. Mais si je ne le suis pas, ce sera un bain de sang pour le pays. Bon, François, on retrouve évidemment tout le vocabulaire et toute la rhétorique habituelle de Donald Trump. Quand même, il faut noter que ça, c'est pour l'automobile. Il y a aussi un autre aspect qui est plus étonnant, c'est celui du coton chinois. Parce qu'en fait, le coton chinois, étonnamment, est au cœur de l'armement de l'ensemble de la planète. Alors, de l'ensemble de la planète, non, mais il se trouve que les 2 principaux producteurs de coton au monde sont effectivement les États-Unis et la Chine, et qu'on vient de constater assez récemment que la Chine avait cessé ses exportations de coton vers l'Europe. Or, le coton, on en a besoin pour plein de choses, pour l'industrie textile évidemment, mais on en a aussi besoin dans sa matière la plus brute pour fabriquer de la poudre pour explosifs, ce qu'on appelle le gun cotton. Et ça, pendant des années et des années, du fait de la mondialisation, la plupart des grands pays européens ont laissé la Chine devenir le maître du marché. On a abandonné tout cela à la Chine. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est évidemment crucial parce qu'on a besoin de ce coton pour fabriquer la poudre à obus. Aujourd'hui, vous le savez, on est en incapacité de pouvoir reprendre cette production-là, en tout cas dans des délais suffisamment rapides. Et donc, ça veut dire que, encore une fois, sur un terrain qui maintenant est stratégique, les Européens ont fait tout ce qu'il fallait ces dernières années pour essayer de verrouiller la présence chinoise dans les entreprises les plus stratégiques au niveau européen. On avait peut-être oublié le coton.
Alors, puisqu'on parle de la Chine, il y a aussi cette rencontre qu'on scrute depuis hier, la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre des Affaires étrangères russe. Ils se sont vus et ils ont bien sûr fait tous les efforts nécessaires pour montrer que tout était au beau fixe entre les deux nations. Écoutez. Xi Jinping a été l'un des premiers à adresser ses félicitations au président élu Poutine et nous sommes globalement reconnaissants à nos amis chinois pour ce soutien. Les résultats des élections ont confirmé la confiance profonde du peuple russe dans notre dirigeant et dans les politiques intérieures et étrangères en cours, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'interaction stratégique et du partenariat avec la Chine. Pierre-Antoine Denet, est-ce qu'on assiste encore une fois au renforcement du bloc Russie-Chine et on voit qu'effectivement de l'autre côté les Occidentaux sont, font un petit peu barrage à tout ça finalement? Écoutez, maintenant je pense que la Chine elle-même ne cache plus ce qu'elle fait, c'est-à-dire que c'est une sorte d'alliance de circonstances qui se renforce chaque jour. Et notre ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, est allé à Pékin tout récemment pour demander, parmi le discours qu'il a eu là-bas, une fois de plus à la Chine d'intervenir auprès de la Russie pour qu'elle cesse sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Mais je vais vous dire une chose, elle ne le fera pas. Elle ne le fera jamais. Donc pourquoi ? Parce que à la fois sur le plan économique, politique et géostratégique, Pékin, le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois, c'est lui qui décide de tout, a intérêt que cette guerre se prolonge aussi longtemps que possible. Et la raison politique, c'est que c'est le seul allié véritable de la Chine aujourd'hui. Les autres pays étant l'Iran, la Corée du Nord, mais c'est quand même moins important. Merci beaucoup Pierre-Antoine Denet d'avoir été avec nous ce matin sur cette question.